Notre prochain orateur est John Nicoletta de Statistique Canada qui nous présente les résultats de l'enquête sur la sécurité financière. C'est celui de 2012 et on examine le prochain cycle qui sera en 2016. Donc, John est un diplômé de l'Université Carleton avec un diplôme d'économie. A commencé à travailler en 90 à Statistique Canada, 18 ans dans les statistiques d'entreprise comme gestionnaire des sondages et des projets. Dans les 7 dernières années, comme chef de la division des statistiques sur le revenu et le responsable du projet sur les pensions et la richesse, notamment les régimes de retraite au Canada, le sondage sur les régimes de retraite sous fiducie et la sécurité financière. Et il est aussi chef responsable du sondage sur le revenu du Canada, dont j'ai aussi parlé ce matin. Alors, bienvenue, John. Vous m'entendez? Oui? Non? Merci. Merci beaucoup, Heidi. Merci à tout le monde. D'abord, j'aimerais commencer par remercier le comité de nous avoir invités, de nous donner l'occasion de faire une présentation des résultats du sondage sur la sécurité, de l'enquête sur la sécurité financière de 2012. Pardonnez-moi si vous n'arrivez pas à m'entendre. C'est parce que j'ai crié très fort pour les Red Blacks d'Ottawa hier. Je suis désolée si vous êtes des fans de Hamilton, mais on a très bien joué. Ce que j'aimerais faire, c'est de décrire le programme qui parle de la sécurité financière à Statistique Canada, les objectifs de l'enquête, décrire le contenu de l'enquête. Je parlerai aussi du processus de la conception de l'enquête. Ensuite, les faits saillants. J'aimerais aussi pouvoir passer quelques diapos sur les résultats du sondage. Ensuite, les choses qui nous intéressent plus particulièrement, c'est-à-dire le logement, le parc locatif, les résidences principales, où se trouvent les données, les principales données sur la propriété domiciliaire. Pour ce qui est du patrimoine, le Statistique Canada a commencé à colliger les données sur les finances et la dette entre 57, à partir de 57, on a inclus le modèle dans le sondage des finances du consommateur. Ce sondage était un supplément au sondage sur la main-d'œuvre. Il était effectué, le module était effectué, inclus dans le supplément aux 7 ans. Nous avons continué à colliger les données sur les actifs et les dettes, les avoirs et les dettes en 1984. Ensuite, il y a eu les restrictions financières sur le supplément sur les réductions financières et donc le module a été discontinué sur l'ESF. Donc, ça signifie 15 ans sans information sur les avoirs des Canadiens. Avec le projet sur les écarts des données qui faisait partie d'une initiative en 97-98, Statistique Canada a reçu l'approbation de financement pour effectuer un sondage sur les avoirs. C'était dans le sondage de 99. Notre échantillon était d'environ 24 000 foyers. 16 ans plus tard, nous avons encore du financement du même groupe, mais c'était à cause, 6 ans plus tard, il a été réduit encore à cause des fautes de finances. Donc, en 2005, la taille de l'échantillon était d'environ 9 000 personnes. Donc, on a perdu un peu de précision dans ce qu'on a pu divulguer. On a pu divulguer des données nationales et régionales. Il est malheureux qu'on n'ait pas pu avoir des niveaux plus précis et il était impossible d'avoir la comparabilité provinciale dans la version de 1980 qu'on avait dans le 99. Ensuite, 6-7 ans plus tard, on s'est rendu compte que la richesse est un endroit où on manque beaucoup de données. Statistique Canada a décidé d'auto-financer la troisième version du sondage parce que nous avions des intervenants, des utilisateurs de données qui pouvaient démontrer cette nécessité. Donc, on a décidé d'effectuer le sondage en 2012. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à avoir suffisamment de financement pour pouvoir produire
l'information à ce niveau provincial, notre taille de l'échantillon était d'environ 20 000 foyers pour 2012. Donc, pour ce qui est des objectifs, et je l'ai dit, c'est vraiment de combler les lacunes statistiques concernant la répartition du patrimoine entre les ménages canadiens. L'ESF mesure la valeur nette, un calcul simple des actifs moins les dettes, et l'ESF donne la capacité d'identifier les principaux changements et la tendance au fil du temps. Donc, pour ce qui est du contenu, nous avons un nombre de groupes démographiques, par exemple de l'information sur la composition de la famille, l'âge, le sexe, l'état matrimonial, le niveau de scolarité, la main-d'œuvre, type d'habitation, et ainsi de suite. Et bien sûr, le fondement, ce sont les actifs et la dette. Nous mesurons les actifs financiers, non financiers. Financiers, il s'agit d'actifs comme les régimes de retraite, le REER, les CELI, c'est quelque chose qu'on a rajouté dans la version 2012, les comptes de banque et tout autre actif financier, tout autre avoir qui ne sont pas des REER. Pour ce qui est des choses non financières, ce qui est plus intéressant pour nous aujourd'hui, c'est la résidence principale, les autres avoirs immobiliers, le véhicule, le contenu de la propriété, les objets de valeur. On collige aussi de l'information sur les avoirs dans l'entreprise. Pour ce qui est des dettes, on regarde toutes les hypothèques. Hypothèques sur la résidence principale, le chalet, maison secondaire, lopin de terre, toutes les dettes. Les cartes de crédit, les marges de crédit, les prêts étudiants, auto, l'argent que vous avez emprunté de maman, papa ou d'un ami. On a aussi de l'information sur le revenu. L'information pour le revenu provient directement des dossiers d'impôts personnels. Le sondage utilise le concept de remplacement, l'information du remplacement. On informe les gens que nous sommes Statistique Canada et que nous allons combiner les réponses de leur sondage avec ceux des données administratives. Et la source de données, c'est le rapport d'impôt. On a aussi un module sur les comportements et attitudes. C'est un module bref qui vise à capter les questions que nos intervenants ont toujours voulu. Genre, avez-vous un budget? Avez-vous déjà retiré de l'argent de votre REER? Et si oui, pour quelle fin? Même quelque chose d'aussi simple comme percevez-vous votre situation financière comme étant bonne? Comment la comparez-vous à l'an passé? Il y a 2 ans, pensez-vous que les choses s'amélioreront, se détérioreront? Pour ce qui est du sondage de l'enquête en soi, on veut une entrevue en face à face. Dans les années 99 et 2005, nous avions nos interrogateurs qui allaient à la maison et c'était fait avec un papier, un crayon. Au fil des ans, nous avons un peu évolué dans la technologie. Nous utilisons l'ordinateur pour les entrevues. On utilise des entrevues avec ordinateur. Lorsqu'on est allé chez les gens, on avait le luxe d'avoir un système facile. On pouvait corriger la précision des entrées. Le sondage était beaucoup plus rapide, donc on a réussi à réduire le temps consacré au sondage. C'était un bonus automatique dès le départ. On s'est ramassé avec 70 de taux de réponse pour le sondage de 2012. Le sondage inclut les 10 provinces. Cependant, on exclut les territoires, les personnes qui sont dans des territoires autochtones, des réserves autochtones, mais habituellement, ces sondages constituent une représentation d'1,5 à 2 de la population. Donc, voici ce qui est plus amusant. Nos données ont été divulguées en février 2014. Nous l'avons fait grâce au quotidien de Statistique Canada. Le point saillant était la valeur nette médiane de toutes les unités familiales canadiennes. Une famille est définie comme étant une famille économique de 2 personnes ou plus et des gens
célibataires. Donc, il y avait environ 243 800 $ dans toutes les unités canadiennes en 2012, hausse 44,5 depuis 2005 et 80 depuis 1999. Donc, la résidence principale était toujours le plus grand actif en 2012. Ça représentait un tiers de la valeur totale des avoirs au Canada. Environ 7, c'est ce qui est intéressant de noter, on parlait de régime de retraite, mais environ 7 unités familiales sur 10 avaient une forme de retraite privée, que ce soit commandité par l'employeur ou que ce soit un REER. Donc, si on voit la répartition des actifs, comme je l'ai dit, les points non financiers sont la clé. Ils ont été le type d'actifs les plus importants, comme la résidence privée. Ces actifs financiers constituent la moitié des actifs. La résidence principale et autres immobiliers est à 90 de ce chiffre. On voit que les régimes de retraite privés sont en croissance. Ils ont beaucoup cru dans les 3 dernières versions. On aime aussi présenter des données sur le type d'actifs, combien d'unités familiales, combien ont un certain type d'actifs. Les pensions privées, 70 presque toutes les unités de famille ont un actif de pension privée. Presque tout le monde a un actif non financier. En ce qui concerne l'immobilier, aux résidences principales, on parle de 62,5 62 de propriétaires domiciliaires. On fait la même chose pour la répartition de la dette. On avait 1,3 milliard de dollars en dette en 2012. De ça, la dette de l'hypothèque entre la résidence principale et d'autres biens immobiliers, ça constituait 75, un petit peu plus que 75 de la dette totale. Et on peut voir que la majorité des dettes proviennent de la résidence principale. On a fait à peu près la même chose pour la distribution de la dette, la répartition de la dette. Ici, on voit quel est le pourcentage des unités familiales. Donc, comme je l'ai dit, 70 de toutes les familles des unités familiales ont une certaine forme de dette. Les hypothèques constituent 36,7 34 on peut voir la carte de crédit qui a augmenté dans les 3 dernières versions, presque 40 donc c'est presque la dette principale. Ce que j'aimerais faire dans les prochaines diapos, c'est de me concentrer là-dessus. La résidence principale. Comme je l'ai dit, au total, on a 9,4 milliards de dollars dans le pays en 2012. Et de cette somme, les résidences principales étaient presque un tiers à 3,2, un peu plus d'un tiers à 3,2 milliards. Ça exclut les autres biens immobiliers. Il s'agit de 4,1 milliards lorsqu'on inclut les chalets, les résidences secondaires, autres lots fonciers et utilisés pour autres fins. Pour ce qui est de la valeur médiane de l'avoir, on voit un aperçu similaire. On peut voir la différence entre la résidence principale au fil des années. On est à 300 000 $ pour la valeur médiane pour une résidence principale. Si on voit une ventilation provinciale pour ce qui est de la propriété, on a présenté les données selon le pourcentage des unités familiales possédant leur résidence. Ce sont le nombre de familles d'unités familiales qui sont propriétaires de leur foyer. Selon l'ESF en 2012, le taux de propriété le plus élevé était au Nouveau-Brunswick à plus de 70 %. C'est la seule province qui a dépassé la marge du 70 %. Au Québec, on voyait les chiffres les plus bas, on était à 57-58 %. Pour ce qui est de la valeur des avoirs, c'est du total 3,2 milliards de dollars que nous avons.
dans les actifs de résidence principale. Ce n'est pas étonnant que la plus grande portion se trouve en Ontario, 1,4 milliard de dollars, presque 42 du total. C'est suivi par la Colombie-Britannique et l'Alberta. Et ce qui est intéressant dans ce graphique, c'est que dans toutes les provinces, selon la base de population, on remarque que depuis 1999 à 2012, toutes les provinces ont vu leurs chiffres doubler, d'autres plus que doubler pour la valeur des avoirs pendant cette période. Encore une fois, nous sommes désolés. C'est désolé à 99-2012 parce que l'information n'est pas encore disponible pour 2005 à cause de la faible taille de l'échantillonnage. Donc, lorsqu'on voit la valeur médiane des avoirs par province, on voit que la Colombie-Britannique est celui qui a la valeur médiane la plus riche. Leur valeur médiane pour la résidence principale est à 430 000 $. Puis, l'Alberta, l'Ontario emboîte le pas, 350 et 340 000 $ pour la valeur médiane des avoirs. Il s'agit d'augmentations importantes entre 1999 et 2012. Ce n'est pas vraiment le double, mais il s'agissait d'augmentations importantes. On a aussi par groupe d'âge. Pour ce qui est du total, et tout est basé sur la résidence principale, 3,2 milliards. Donc, entre 44 et 55 ans, ces gens avaient le plus d'actifs, 35 et 44 ans, 8 milliards de dollars. C'est bien distribué entre tous les groupes d'âge, sauf pour le groupe de moins de 35 ans. Et bien sûr, les médianes par groupe d'âge, valeur médiane des avoirs entre 35 et 54 ans. Donc, c'est assez stable d'un groupe à l'autre. Maintenant, pour ce qui est de la valeur de l'hypothèque, 1,3 milliard de dollars au total, donc 1 milliard de dollars de dettes d'hypothèque, plus de 80, presque 80 qui proviennent des résidences principales. Pour ce qui est de la valeur médiane de l'hypothèque entre la résidence principale et d'autres actifs immobiliers, on ne voit pas beaucoup de différence, mais dans le pays, la valeur médiane est d'environ 145 000 $. C'est encore une bonne augmentation. On peut voir une plus grande augmentation si on compare la période de 2005 et 2012. On ne le remarque pas beaucoup entre 1999 et 2005. Et ça correspond à la valeur des foyers. Pour ce qui est de la valeur de l'hypothèque par province, encore une fois, rien ne nous surprend de l'Ontario, la majorité des résidences. On voit 350 milliards de dollars d'hypothèques. Encore une fois, la tendance est similaire en Colombie-Britannique, en Alberta. Et pour la valeur médiane, l'histoire est la même. Colombie-Britannique, Alberta et ensuite l'Ontario. Les valeurs les plus faibles sont au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard. C'est probablement là où j'irai prendre ma retraite. Encore la même valeur médiane d'hypothèque par groupe d'âge. Donc, pour la valeur totale des actifs, ou plutôt valeur médiane de l'hypothèque, la médiane chute au fil du temps pendant qu'on vieillit. C'est possiblement attribué au fait qu'on rembourse son hypothèque au fil du temps. On n'arrive pas à zéro, mais on est plus près. Une autre forme, une autre façon de présenter les données, c'est par quintile de valeur nette.
divise la valeur nette de nos unités familiales en 5 parties égales. On appelle ces quintiles, on parle de médiane, de totaux, et on fait de l'information sur les quintiles selon la distribution de la richesse, de l'avoir. Et on peut voir que la majorité ou la médiane la plus élevée chute dans le 4e et 5e quintile, comme ce à quoi on pouvait s'attendre. Comme je l'ai dit plus tôt, les données ont été publiées en février 2014. Il y a eu des tableaux CANSIM qui existent. L'information que je vous ai présentée aujourd'hui n'est évidemment qu'un tout petit résumé du genre d'information qu'on peut obtenir de cette enquête. On peut faire beaucoup de tabulation avec la cohorte, les provinces, tabulation avec les variables de valeur nette. Il y a eu beaucoup d'analyses déjà faites dans la dernière année et demie. On a toute l'information dans nos recherches. On a aussi le Centre de recherche national ici même. Les données de l'ESF ont été divulguées sur les microdonnées, le dossier microdonnées. Et ils sont tous gratuits. Vous pouvez vous les procurer. Vous pouvez l'obtenir grâce à notre direction à Statistique Canada. Et nous participons aussi à une nouvelle initiative qui est l'accès en temps réel à distance des données à Statistique Canada. Les gens peuvent payer pour produire leur propre code de programmation pour les données qu'ils veulent. Ils nous le soumettent et on peut faire ces programmes pour eux. On redonnera les résultats selon le type d'analyse ou de travail qu'ils font. Et où on a aussi une publication d'indices sur la société canadienne, sur lequel on a déjà publié un rapport. Il y a eu des changements sur les niveaux de recherche dans tous les niveaux de revenus. On a regardé les relations entre le revenu et la santé. On a divisé par distribution de revenus selon différents types de fourchettes de revenus et produit de l'information sur les types d'actifs et de dettes. Ça ressemblait un peu plus à l'endettement. On regardait de plus près l'endettement et le ratio d'avoir à la dette. Donc, où en est-on aujourd'hui? Je suis content de dire que la sécurité financière des Canadiens, la façon de le mesurer, ça a toujours été, ce sera toujours une priorité de nos gouvernements, que ce soit l'ancien et le nouveau. En 2015, dans l'annonce budgétaire, nous avons reçu l'approbation pour un sondage continu sur la sécurité financière, un cycle triennal. Nous y sommes presque. Nous travaillons de très près avec le Conseil du Trésor. Nous faisons une présentation le mois prochain et apparemment, on aura le financement pour poursuivre. Le projet lui-même débutera pour l'année de référence 2016. Nous avons commencé les consultations à cet effet. Nous avons commencé à regarder le contenu. Encore une fois, tout ça visait à combler cette lacune de données pour mesurer l'avoir, la richesse, l'endettement des Canadiens. Très brièvement, pour ce qui est du plan, où on en est, où on ira dans les prochaines années. Comme je l'ai dit, nous avons débuté le travail. Nous nous sommes engagés à 20 000 logements, similaires à 2012, et nous pourrons ainsi continuer à pouvoir comparer notre information au niveau provincial. Nous voulons pouvoir divulguer selon le groupe revenu, âge, type de famille, type de domicile. Il s'agit d'informations riches qu'il faut continuer à produire. Nous avons eu des consultations avec les intervenants à l'interne et à l'externe. Nous n'avions pas beaucoup de temps pour ce faire, mais nous l'avons fait. Nous préparons des rapports sur la consultation. Actuellement, nous en sommes à la finalisation de notre questionnaire et à l'élaboration et au test sur le questionnaire pour le cycle 2016. La deuxième année, collecte des données, on devrait commencer en utilisant le bureau régional et le personnel au 1er septembre au 2 décembre 2016 pour la collecte des données. Ensuite, le traitement, l'imputation des données se produira à la deuxième année. Et puis, à la troisième année,
C'est là où on commencera à s'amuser. Il y aura l'estimation, l'analyse, la diffusion. Nous voulons divulguer les données en décembre 2017. Alors, il convient de mentionner que certains résultats de la consultation ont suscité un grand intérêt dans la collecte d'informations financières additionnelles pour les logements. Nous proposons de bâtir le module, en fait, de le compléter, parce qu'il est déjà existant sur le logement, pour inclure des taux d'intérêt sur l'hypothèque, le terme de l'hypothèque, les sources de financement utilisées dans la mise de fonds, argent emprunté des parents, etc., et le refinancement de la demeure. Voilà donc d'autres variables de données que nous allons recueillir lors de la prochaine série. Merci beaucoup. Voilà qui vous donne une idée du genre d'informations contenues dans le sondage. Nous pourrions continuer toute la journée. Si j'avais su que les autres seraient plus rapides, j'aurais pu m'étendre sur 45 minutes. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Merci, John. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Je vous en prie, allez-y. Vous, sur une diapositive, vous analysez les actifs par quintile. Est-ce que vous avez déjà examiné cela par groupe d'âge? Oui. Nous avons l'information sur les quintiles qui c'est sur le site internet. Comme je l'ai dit, nous répartissons l'avoir propre de la famille. Et je ne peux pas vous donner les chiffres exactement, mais c'est semblable à ce qu'on trouve ailleurs. Vous allez voir que le 5e quintile, on y ajoute évidemment les REER, la propriété domiciliaire, etc. Et le quintile, je crois qu'il y a l'information par quintile de toute façon et par groupe d'âge. Nous avons cette information quelque part. John, just a quick question. Asset value. Alors, l'évaluation des actifs, quelle méthodologie vous avez utilisée? Alors, pour les pensions, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est très fascinant comme sujet. J'adore ça. Les actifs, c'est assez facile. On vient chez vous, on vous demande quelle est votre hypothèque, comment ça se passe, quelle est la valeur de la maison. On vous demande une valeur du marché si vous vendiez la maison aujourd'hui. Alors, c'est une estimation assez bonne. Nous faisons beaucoup de certifications à Statistique Canada. Nous avons recours à des ressources internes, externes. Par exemple, nous avons des renseignements du recensement où l'on fait des comparaisons avec les valeurs et puis l'écart est de 2%. Il y a aussi une évaluation d'après la valeur de l'impôt foncier. Nous avons une division Statistique Canada qui s'en occupe et donc nous évaluons les impôts fonciers sur les édifices, les maisons. Ce sont des chiffres de 2012. C'était 1,1 billion de dollars. L'écart est quasiment nul par rapport à d'autres évaluations. Et nous essayons de notre mieux pour essayer de faire des analyses croisées et nous sommes très compétents dans ce processus. Moi, je sais au moins combien vaut ma maison aujourd'hui. Je sais combien je pourrais obtenir. Bon, évidemment, c'est toujours un petit peu subjectif. Excusez-moi, Matthew, vous vouliez enchaîner sur une question. John, la Fédération canadienne d'Association des appartements, est-ce que vous pouvez revenir à la diapositive 25 dont parlait Matthew? Mais j'ai une question différente. C'est cela. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer la diapositive?
Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Les résidents principaux, est-ce que ça veut dire la valeur de la résidence principale, c'est ça? Oui. Nous avons essayé de faire une ventilation entre les 5 quintiles principaux. Donc cela vous dit essentiellement que dans le 5e, c'est-à-dire la catégorie la plus élevée, peu importe les avoirs propres, la valeur moyenne des actifs pour la résidence principale, c'est 420 000 $. Bon, mais ceux qui louent ont généralement des avoirs moindres qu'un propriétaire. Et pourquoi la valeur de la résidence principale est aussi élevée dans le cas du deuxième quintile d'avoir net? Parce que la valeur médiane de ceux qui ont une résidence principale est tenue c'est uniquement pour ces gens-là qu'on a les chiffres. Oui. Donc si on avait tout le monde, ce serait plus élevé. Mais c'est une médiane. Donc on se retrouverait quand même dans ce quintile. C'est-à-dire la personne qui loue se retrouverait dans les valeurs de 50, 60 000 $. Vous aurez quand même ces chiffres-là. Mais 175, c'est pour ce quintile qui est fondé sur l'avoir net, pas la valeur nette des actifs comme les voitures. Donc, vous avez d'autres données qui englobent tout, c'est cela? Oui. Si je vous présente cela comme une fourchette de revenus, vous allez voir que ça va de 0 à 50 000 $, et avec une médiane qui rejoint celle de la médiane des résidences principales, parce que ceux qui ne travaillent pas n'ont pas des revenus. Et la médiane, à ce moment-là, pour la résidence principale, est peu élevée. Mais pour toute la vie, ça peut augmenter quand même. Quelqu'un qui habite le Glebe à Ottawa, il se trouve dans un quintile supérieur. Oui, mais il faut voir aussi la distribution de santé, la distribution de l'avoir, c'est un petit peu complexe. Il faut faire attention à la façon de présenter l'information. Ian et après Matthew. Ian, SCHL. Est-ce qu'on pourrait établir un lien entre les données de l'ESF 2016 avec le recensement de cette même année? Ben oui, j'adorerais ça. Je dirais que c'est possible. Quand on fait la comparaison avec les dossiers de l'impôt, et à partir du nom, de l'adresse et du numéro d'assurance sociale, la question est davantage de savoir si on ne va pas oublier des informations avec les identifiants principaux. Est-ce que, par exemple, dans le cas de l'adresse, on pourrait avoir quelque chose à Orléans et pas ailleurs, je ne sais pas, mais il faudrait avoir un excellent identifiant qui serait le numéro d'assurance sociale. Oui, ce serait toujours possible. Oui, on peut toujours essayer. Eh bien, comme tout le monde ici, je m'intéresse à la chose vraiment au quotidien. Quand cela est sorti, j'ai fait une comparaison de la valeur nette par quintile, du taux de croissance de 99 à 2012, et j'ai constaté que le seul quintile où il y a eu une diminution, parce que presque tous les autres quintiles ont doublé, mais celui qui a perdu, c'est celui qui est le plus bas. Et j'ai regardé l'âge, et j'ai constaté que les jeunes Canadiens non seulement n'ont pas d'actifs à faire apprécier, mais en plus, ils ont tout de gelé ailleurs et ils ne peuvent pas débloquer leurs actifs. Il ne faut pas l'oublier dans le cas des logements pour les personnes âgées de combien il faut investir dans les logements des aînés.
On pourrait s'attendre à une contribution de leur part à partir de cet avoir net qu'ils ont. Parce que les jeunes Canadiens n'ont rien et ce sont les plus vieux qui ont tout. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu, justement, en 2016? Est-ce que vous allez aller du côté des territoires? Non, pas en 2016. On en parle toujours à chaque fois, mais nous étions pressés. Nous devions lancer le processus de développement. Nous en sommes tenus au statu quo. Maintenant qu'on sait ce que l'on sait, nous allons évidemment envisager autre chose. Alors, il y a un grand problème avec le Nord, c'est le coût. C'est pas qu'on n'ait pas essayé dans certains domaines avec les enquêtes de Statistique Canada, mais l'on se rend compte que c'est très cher d'envoyer quelqu'un là-bas pour faire des sondages. Mais il y a d'autres façons pour nous de nous pencher là-dessus. On n'a pas besoin de rencontrer les gens. Pour 2019, nous pourrons certainement l'envisager. Est-ce que vous avez travaillé en partenariat avec les gouvernements territoriaux? Oui, tout à fait. Alors, nous sommes d'accord avec ce qu'a dit Matthew, c'est-à-dire il faudrait que l'ESF examine la situation de l'endettement des plus jeunes, dans les groupes les plus jeunes, et ce serait mieux. C'est essentiel. Non seulement c'est une question fondamentale pour les gens eux-mêmes, mais pour l'avenir en général. Est-ce que j'ai raté quelque chose sur l'effet sur la vulnérabilité, sa relation avec la dette et les actifs? Est-ce que vous avez fait quelque chose à cet égard, d'établir un lien? Il y a une croissance incroyable des prix avec un impact sur la valeur, mais il y a aussi la dette à la consommation qui augmente, ou la dette des consommateurs. Donc ça a un côté positif, mais est-ce que vous pourriez nous dire comment vous suivez tout cela et qu'est-ce qui se passe si jamais tout s'écroule? Ouais, question très difficile pour nous parce que nous mesurons uniquement la valeur de l'actif et nous prenons l'hypothèque. Nous étudions l'avoir propre dans la maison. On ne s'est pas demandé à quoi ça ressemblerait s'il y a une chute de 20% en 2016. Nous allons encore vous demander quelle est la valeur de votre maison, la valeur de votre hypothèque, et on va peut-être constater un glissement. Mais c'est tout. Nous n'envisageons pas d'analyser les raisons, le pourquoi, etc. Nous allons continuer d'examiner la situation et de faire des comparaisons d'une année sur l'autre. Fort bien, je crois que nous allons maintenant passer à autre chose parce qu'il y a bien des questions, mais John ne va pas s'écarter. Vous allez pouvoir lui parler. Merci, John.